Moi je suis pas... salut les geekettes, salut les geeks. Hein. Bon ben c'est l'heure, c'est 19h, vous êtes là, je suis là. Ah, ben, on va faire ça 1%. Hein. Alors il y aura la critique de Starrock, après la minute du geek, smartphone, auto, puis il y aura les news aussi. Et les news, je vous les mets où? Plutôt là? Plutôt dans un coin? Là? Non, là? Non, là? Là, juste là, d'accord, ok. C'est à la fin du mois de mai que les joueurs pratiquant Uncharted 3 en multi pourront profiter du patch 1.11. Ce dernier marquera le retour du Lab, introduit dans le multi d'Uncharted 2, avec sa playlist d'options de jeu, ainsi que le retour du mode compétitif Élimination, où l'objectif en l'absence de respawn consiste à être le dernier joueur vivant. De nouveaux réglages apparaîtront également avant de lancer une partie custom avec les options avancées qui comprendront entre autres le temps de respawn. Et puis désormais, si vous quittez une partie multi en cours en éteignant votre console ou en revenant au menu, cette action de petit joueur sera comptabilisée comme une partie perdue. Bref, tout un tas de petits détails visant à l'équilibrage et à l'enrichissement de parties multijoueurs seront ajoutés ou modifiés. On vous en avait déjà parlé il y a quelques temps, voici maintenant de nouvelles images de MechWarrior Online, ce free-to-play définitivement orienté mecha et développé par Piranha Games depuis plusieurs années. L'occasion de constater que ce titre, utilisant le CryEngine 3, a tout d'une production vraiment prometteuse. Toujours prévu sur PC pour cette année, MechWarrior Online reste relativement discret sur les features qu'il proposera, même si l'on sait déjà que l'expérience multi sera intense. Attention, new recruit. Sit down and buckle up. Your basic training begins now. Et on termine ces news avec Men in Black Alien Crisis, un third-person shooter basé sur cette licence on ne peut plus connue. Profitant de la sortie très prochaine du troisième film de la série, Alien Crisis vous met dans la peau de Peter Delaker, un agent du MIB chargé de déjouer des plans aliens visant à détruire la Terre. Pour être franc, compte tenu du pitch et des images que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, on n'espère pas vraiment grand-chose de ce TPS développé par les équipes d'Activision. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Try not to get yourself killed. Don't forget to press your suit and clean your sunglasses. Starrock n'a aucune parenté avec Silverrock, hein, les aigles d'argent. Non, c'est plutôt un lien avec Warrock. Voilà, le célèbre jeu. Et là, Starrock, c'est un petit peu la suite, orienté multijoueur jusqu'à 32, terrain modifiable en temps réel, des explosions, tout un tas de véhicules, aériens, terrestres. Et puis bon, est-ce qu'il est bien? Ça, je sais pas, j'y ai pas joué. Starhawk est le successeur spirituel de Warhawk, un TPS exclusivement multi sorti en 2007 sur PS3. Évoqué depuis plusieurs années par le développeur Lightbox Interactive, ce projet avait pour ambition de conserver cette intensité définitivement présente dans les affrontements et caractéristiques de Warhawk, tout en proposant aux joueurs une expérience solo carrée et complète. Un cahier des charges qui n'a été que partiellement respecté. Dans un futur lointain, les derniers espoirs de l'humanité résident dans les frontières de l'espace. Une zone plutôt hostile, en proie à des conflits perpétuels qui opposent plusieurs factions. Le tout pour le contrôle de l'énergie Rift. Vous incarnez Emmett Graves, un chasseur de primes ayant un rapport spécial à cette énergie. Détenteur d'une concession de Rift qu'il exploite avec son frère Logan, Emmett subit une attaque d'Outcast, des styles de zombies shootés au Rift. Emmett! Outcast! Lors de cet affrontement, Emmett perd la trace de son frère et se voit lourdement contaminé par l'énergie. Depuis, il aide les différents shérifs à remplir leur quota en chassant les Outcasts. Une histoire presque intéressante donc, introduite de manière originale par des séquences animées orientées comics. Mais l'ensemble reste faible, court et plutôt cliché. Heureusement, ce n'est pas ce sur quoi mise Starhawk. Doucement. Il a rafistolé ce qui restait de moi. Mais j'ai jamais pu remplacer ce que j'avais perdu. Starhawk dispose donc d'un mode solo qui, dans son ensemble, sert en quelque sorte de tutoriel à l'expérience coop et multi. On a là affaire à un third-person shooter sans cover system qui nous amène la plupart du temps à défendre des zones contre des hordes d'ennemis. Si les éléments third-person shooter sont assez classiques, avec tout de même un arsenal bien balèze au sol comme dans les airs, Starhawk possède cette feature vraiment originale
qui consiste à pouvoir poser des structures à la volée. Concrètement, lorsque vous avez accumulé suffisamment d'énergie Rift en tuant des ennemis ou en détruisant des structures, vous pouvez invoquer des bâtiments ou des tourelles qui vous sont directement envoyés par un vaisseau stationnant en orbite au-dessus de la planète. Outre le principe ultra cool et visuellement sexy de cette feature, cela permet au titre de Lightbox Interactive d'avoir une dimension hybride, ajoutant à son gameplay TPS des notions de RTS et de Tower Defense. On peut ainsi commander des tourelles de combat, des entrepôts pour faire le plein d'armes et de munitions, des grandes tours pour sniper, des boucliers, des stations de réparation, des murs pour se barricader et même des stations à partir desquelles le joueur peut faire spawner des véhicules. Dans cette catégorie, on trouvera bien évidemment les véhicules légers comme des jeeps ou des styles de moto, du plus lourd avec les tanks, mais aussi et surtout les Hawks, ces engins emblématiques du jeu. Le Hawk a cela de spécial qu'il peut à tout moment switcher entre mecha et engin volant. Un délire façon Robotech totalement appréciable, même si au début, le maniement n'est pas forcément évident. Le joueur est donc amené à utiliser ses structures et à piloter ses véhicules tout au long de l'aventure solo. Mais le jeu prend toute son ampleur dans le cadre de parties multijoueurs, à commencer par le mode coop qui se rapproche d'un mode horde à la Gears avec bien évidemment toute cette dimension Tower Defense qui rend l'expérience vraiment agréable à plusieurs. Pour le reste du multijoueur, les modes proposés ici sont classiques et relèvent principalement du Team Deathmatch ou du Capture de Flag. Mais les stratégies employées par les joueurs et la difficulté de ne plus se retrouver face à des IA un peu bêtes rendent chaque partie intense et différente. L'avantage peut changer de camp à tout moment, à cause d'une action bien inspirée d'un joueur ou de la démolition d'une structure importante. Lorsque vous mourrez, vous pouvez respawner dans votre zone au bout de quelques secondes en arrivant à bord d'un pod. Un principe qui, en plus d'être encore une fois bien stylé visuellement parlant, peut détruire ou tuer des unités pour peu que vous leur atterrissiez dessus. Et ce mode de respawn peut s'avérer encore plus stratégique lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un avant-poste créé par un de vos alliés, puisque cette structure vous permet tout simplement de réapparaître à un endroit donné. On ne retiendra de Starhawk que sa dimension multi, le solo étant quasiment anecdotique de par sa faible durée de vie, ses situations moyennement originales et son histoire complètement dispensable. Et même si ce dernier nous donne les bases pour se lancer dans le multi, l'expérience est vraiment différente en termes d'intensité et surtout de difficulté. Vous passerez probablement vos premières minutes dans un team deathmatch à vous faire blaster sans rien comprendre. Mais une fois les enjeux bien identifiés et la dynamique d'équipe bien assimilée, vous commencerez à prendre beaucoup de plaisir à participer à ces affrontements vraiment intenses et agréables, avec une mention spéciale pour les dogfights aux commandes d'un Hawk. On espère maintenant que les serveurs ne désempireront pas et que le jeu proposera dans les semaines ou les mois à venir de nouvelles maps et pourquoi pas de nouvelles structures. La situation est sous contrôle. Alors bon, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis un éternel adolescent romantique ou est-ce que c'est encore le printemps qui me fait de l'effet? Mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les jeudis, je ressens comme une étincelle qui se met à brûler de plus en plus fort dans mon cœur, qui se transforme en brasier ardent et qui transcende tout l'amour que j'ai pour la personne qui va venir présenter la rubrique qui suit. Parce que c'est vrai qu'elle est tellement mignonne, agréable et gentille et douce. Et en plus aujourd'hui, elle va venir nous faire l'immense honneur de nous parler de beat. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Ceux parmi vous ayant grandi dans les années 80-90 se rappellent sans doute que la puissance d'une console était mesurée par son nombre de bits. Par exemple, la NES et la Master System étaient des 8 bits, donc moins puissantes que la Super Nintendo et la Mega Drive qui étaient des 16 bits, elles-mêmes moins puissantes que la Saturn ou la PlayStation qui étaient des 32 bits, sans oublier la Nintendo 64 qui était une console 64 bits. Cette appellation fait référence au processeur de la console, son cerveau en quelque sorte. Un processeur 8 bits peut traiter des données d'une valeur maximale de 8 bits, c'est-à-dire un octet. Une illustration célèbre de cette limite est dans le premier Zelda. Link peut collecter un maximum de 255 rupees. 255 est la valeur maximale que l'on peut stocker dans un octet, et donc la NES ne pouvait pas traiter une valeur supérieure. Cette limite était particulièrement importante pour les premières consoles, car elle obligeait les développeurs à penser le moindre élément du jeu en fonction de la puissance du processeur. Cela ne concernait pas que les valeurs chiffrées, mais aussi les éléments graphiques, qui au fond ne sont que des octets de données.
Du coup, une console 16 bits peut traiter des données d'une largeur de 2 octets, ce qui correspond à une valeur chiffrée maximale de 65 535. Une console 32 bits peut traiter des données d'une valeur de 4 octets et ainsi de suite. Alors que la puissance des consoles continuait d'augmenter, l'industrie du jeu vidéo a commencé à délaisser cette classification. Il faut dire que la largeur des données que pouvait traiter le processeur central n'était plus la seule variable déterminant la puissance d'une console, ni d'ailleurs la plus importante, rendant ce type d'appellation caduque. Le processeur de la première Xbox, par exemple, était techniquement un processeur Pentium 3, donc 32 bits. C'est pourquoi pour la dernière génération de consoles, on préfère parler de console HD. L'abandon de cette appellation s'explique aussi par le fait que si la vitesse de calcul des processeurs a augmenté, ils traitent toujours les données en 64 bits. Ah, c'est vrai que je me languis, que j'aimerais les... Je me languis. Et je pourrais lui passer des jours et des jours entiers à lui écrire des petits messages par téléphone, mais là où je suis en ce moment, j'ai du mal à capter et en fait, toute ma batterie se décharge rien qu'en essayant de capter du réseau. Et c'est pas facile pour faire non plus les mises à jour de mes jeux. C'est bien triste. Téléchargeable pour moins d'1 € sur l'Apple Store et Google Play, Shark Dash est un jeu d'adresse reprenant la mécanique du slingshot, c'est-à-dire du lance-pierre de Angry Birds. Sauf qu'ici, l'objectif n'est pas tant de détruire les structures en place que de gober une horde de canards en plastique ultra méchants. Ces derniers ont en effet enlevé la copine requin en plastique de Sharky alors qu'il barbotait tranquillement dans une baignoire. Il faudra donc investir tout un tas de baignoires, 96 pour être précis, pour tenter de gober canards en caoutchouc et piécettes en usant des différents éléments du décor, comme des bouées accélératrices, des tuyaux en plastique et autres éponges, voire les parois même de la baignoire, contre lesquelles on peut rebondir. Un certain nombre de coups est affecté à chaque niveau, sachant que comme dans Angry Birds, lorsque l'on tire sur le lance-requin, un bout de la trajectoire est affiché en pointillé à l'écran. Si le joueur parvient à petit 1, gober tous les canards, petit 2, gober toutes les pièces, et petit 3, gober canards et pièces avec le nombre de coups impartis, alors il obtient la note suprême de 3 étoiles. Un niveau peut donc se terminer en plus de coups, mais un petit décompte affiché en haut à droite de l'écran limite de fait le temps passé dans une baignoire et donc le nombre de vos tentatives. Une fois le temps écoulé, la baignoire se vide, laissant votre petit requin en plastique bien malheureux. Shark Dash n'apporte pas grand chose en termes de gameplay à la légion de clones d'Angry Birds, si ce n'est la gestion physique de l'eau plutôt réussie. En revanche, il se distingue clairement par son attachante direction artistique et les animations ultra kawaii de ces petits animaux en plastique. A l'aide des pièces ramassées, on pourra ainsi changer l'apparence de ces requins en plastique, Sharky n'étant pas seul, mais accompagné d'autres requins comme Sowie, Amy et Scubby, chacun possédant des caractéristiques uniques, tout comme les oiseaux de Angry Birds. Du coup, il est bien difficile de résister au plaisir d'avancer dans le jeu pour découvrir les différents challenges ainsi que les 4 environnements proposés, comme le Japon ou la Rome antique. Très attachant, Shark Dash devrait accueillir prochainement des updates comprenant des niveaux supplémentaires. Machinarium est désormais disponible sur Google Play pour environ 3 €. Le magnifique jeu d'aventure point and click du studio tchèque Amanita Design, qui vient tout juste de sortir Botanicula sur PC, a été porté sur Android par Hot Head Games. Pour en savoir plus sur le scénario de Machinarium, on vous invite à aller voir sa critique sur No Life Online, réalisée à l'occasion de sa sortie PC. Précisons que cette version Android a été tout spécialement créée pour les tablettes et smartphones haute définition, proposant des résolutions de 1024 par 600, 1280 par 800 ou supérieures. Le jeu se destine donc avant tout aux tablettes, même s'il peut également tourner sur des smartphones à écran large. Mais sur ces derniers, les zones interactives s'avèrent vraiment petites, ce qui peut poser problème lors de la résolution de certains puzzles. Un problème identifié par les développeurs, qui promettent de le corriger via de futurs updates. Téléchargeable gratuitement sur iOS, Farmer Carrot Zombies est un jeu réalisé par 2 Français au sein du studio japonais Kayak, spécialisé dans la production de titres sur smartphone et les réseaux sociaux. Auparavant nommé Angry Farmer vs Zombies, ce jeu de tir utilise une nouvelle fois la fameuse mécanique lance-pierre popularisée par Angry Birds. Sauf que cette fois-ci, les lancers se font dans la profondeur comme un jeu de tir classique façon Time Crisis ou Poe. Totalement délirant, ce jeu de tir met en scène un fermier ressemblant à Mario, dont on tendra le bras afin de balancer des carottes dans la profondeur, une cible apparaissant à l'écran. Un bras élastique donc, qui balance des carottes à toute vitesse pour éliminer des hordes de zombies, débarquant toujours plus nombreux du fond de l'écran. Plus vous les shootez de loin, plus ils rapportent de points. Orienté scoring, ce jeu gratuit propose 2 modes de jeu, débutant et avancé, ce dernier mettant en scène des infectés plus rapides, débarquant en balançant le fameux cri de Wilhelm. Destiné d'abord à l'iPhone et l'iPod Touch, Farmer Carrot Zombies peut également être joué sur iPad dans une petite fenêtre ou plein écran, moyennant une résolution grossièrement doublée. Ce sympathique défouloir fonctionne plutôt bien, grâce à ses graphismes crayonnés atypiques sur smartphone et le côté frénétique de son gameplay.
Alors bon, l'autre jour, j'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir de la buvette de No Life, je buvais un petit café. Caroline qui débarque, comme ça, elle commence à me parler des chanteurs, des groupes. C'est incroyable toutes les choses qu'elle sait. Elle sait qui a couché qu'avec qui a quitté qui, hein. Elle sait quel idol a quitté. C'est incroyable, mais bon, c'est bien gentil, mais moi, vous savez, la musique japonaise, ça va un moment, quoi. Alors j'ai dit, ben, t'as qu'à aller présenter Auto, parce que moi, la musique japonaise, ça va, c'est bon, ça va, coupez. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, beaucoup d'artistes veulent s'exprimer et on va leur laisser la parole. Certains se sentiront peut-être nostalgiques en revoyant certaines personnes. On se retrouve en fin d'émission pour l'annonce des nouveautés et on commence tranquillement avec les releases. On commence les releases avec Imorea, le projet de Hamauzu Masashi et de Mina. La date de sortie n'est toujours pas indiquée sur le site de Wire Records, mais cela ne saurait tarder, l'album ayant été annoncé pour le mois de mai. Le duo devrait d'ailleurs venir donner un concert en France un de ces jours si on en croit le message qu'ils ont mis sur internet il y a peu. Le 6 juin prochain, le groupe Shonen Knife sort un album de pop en Angleterre. Il s'appelle tout simplement Pop Tune et plaira sans aucun doute aux fans de musique énergique. Le groupe de hardcore punk Cleave sortira un mini-album en France le 16 juin via le label Street Machine Records. Il contiendra 7 pistes dont la 7e sera une exclusivité pour l'édition européenne. Les Golden Bombers marquent le coup pour le mois de juin, ils sortent leur best-of dans plusieurs pays simultanément, mais ce n'est pas tout. Chaque pays a droit à sa version rien qu'à elle. Pour la française, nous avons la chance d'avoir le drapeau français et même Mémé Chkouté chanter en français. J'ai hâte d'entendre ce que ça va donner. On termine avec le groupe Flow dont le best aura pris un peu de retard, mais cette fois c'est bon. Wasabi Records sortira leur animé best le 4 juillet et on pourra écouter de super titres comme Go, qui est quand même culte, il faut l'avouer. GFC 会限定ミート&グリートであとメンバーとボランスです壊れそうなほど静かな夜溺れそうだから奪ってしまいたいそんなね効果が内容があるということでチケットも持ってるもうねいるところでじゃあ海外の人で何かあったら連絡するんで待ってください失礼しました失礼しましたさよならバイバイJe m'appelle Alka. Je m'appelle Yukari. Nous sommes Alkari. Super. Bonjour, bonjour. はい、フランスでライブしたのはもう3年前ぐらいですか。そうですね。フランスのパリとか、あそこコルマールっていう街とかでもワンマンライブをさせていただいて、本当なんかフランスの人たちとお友達みたいな距離感でね、こう一時期会ってたから。一時期会ってた。最近ちょっとフランスにまだ行けてないんですけど、でもすごいこう盛り上がり方とかがやっぱり日本とは違くて、振り付けを自分でこうつけてやってくれたりとか、なんかそういうノリの良さがね、楽しくてまた会いに行きたいですね。そうですね。またフランスでライブをできることを楽しみにしています。また会いましょう。アルカリでした。
今日ご覧の皆さんこんにちは。エリートです。僕は新です。伊藤のどうです。田中どうです。ニューです。田中のコウキです。フランスでジャパンエキスポに出演したんですけども、思い出なんかは皆さん。はい、フランスのファンの皆さんがすごい熱くて、初めて海外行ったんだね。すごい印象深いライブになりました。はい。じゃあフランスのファンへ一言今季。はい、というわけで、また、いつか行きたいなと思ってます。はい。というわけで、ユビットでした。Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Tab samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Virgo Akahammer avec son clip Shin Inumachi, New Dog City. C'est un artiste de hip-hop qui se produira à Japan Expo. Il faut savoir qu'avant même d'être interprète, il était surtout producteur et produit actuellement encore pas mal d'artistes. Il y aura aussi un nouveau clip de Ego Rapping, et celui-ci est beaucoup plus récent, il s'agit de Go Action. Vous verrez, c'est hyper coloré et hyper punchy. Les fans d'animé seront contents aussi avec Animalosa de Pornograffiti. Donc c'est le 11e, alors 11, je peux pas le faire avec mes doigts, mais c'est le 11e opening de l'anime Bleach. Et surtout, c'est un clip de Pornograffiti quoi. Après One More Time, c'est vraiment super cool de pouvoir avoir celui-ci. J'espère qu'il vous plaira, mais ce n'est pas le seul tie-up que je vous annonce ce soir. Vous aurez aussi Kokuraku de Supercell. Alors Kokuraku, c'est l'ending de la deuxième série de Guilty Crown, et le clip est très joli. Ensuite, un clip qui me rappelle de bons souvenirs, Michi avec All About the Girls et Gianca Party People. Alors si vous faites bien attention, dans le refrain en fait il y a des samples de Scatman. Alors déjà que j'aimais beaucoup Michi, alors là je l'adore parce que j'adore le rendu final de cette chanson. Les fans de Vizi ne seront pas en reste non plus, il y aura le clip The Abyss que vous avez pu voir pendant leur message, le message du groupe Screw qui a parlé tout à l'heure, et donc il arrive à l'antenne aussi. N'oublions pas le clip de fait pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life, et enfin une nouvelle artiste qui va faire pousser des cris derrière les écrans de télé, Nakagawa Shoko avec Horoscope. Alors on la surnomme Chocotan, je pense que beaucoup la connaissent, et j'imaginais vraiment pas qu'un jour on l'aurait sur No Life, et c'est vraiment que du bonheur, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, là son clip c'est Horoscope, c'est le dernier en date. J'espère que vous l'aimerez, j'espère que vous voterez pour lui au J-Top. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bon, c'est vrai que je vais pas essayer de vous cacher ma joie d'être déjà en week-end, mais en même temps, j'aurais aussi du mal à vous cacher les larmes que je fonds dans mon cœur. Je fonds des larmes dans mon cœur, il n'y a qu'à le presser comme ça, les serrer, et vous avez plein de larmes qui fondent sur mes genoux. Voilà, et ça éteint le brasier ardent que j'avais dans mon cœur pour toi, Julien. Mais ne t'inquiète pas, car dès que je reviendrai, je brûlerai à nouveau. Allez, les geeks et les geekettes, on se dit bisous. Et puis on se keep in touch, on se garde en touché. À bientôt. どうすりゃいい君はもういないのに